Le 27 mars 2019, l'Amicale des retraités de la Banque populaire Grand Ouest tenait sa première assemblée générale au Palais des Congrès de Vannes. Pendant ce temps, les conjoints étaient conviés à découvrir le vieux Vannes en compagnie d'un guide. C'est sous un grand soleil que nous allons parcourir les rues, en grande partie pavées. Créée au fond d'une rivière, la Marle, par les Romains vers 50 avant Jésus-Christ, elle portait le nom de Darioritum. À la fin du XIVe siècle, Vannes devient une des résidences favorites des ducs de Bretagne. L'hôtel de ville fut construit au XIXe siècle. Il est la copie réduite de l'hôtel de ville de Paris. Un vitrail représente le mariage d'Anne de Bretagne avec le roi de France, Charles VIII, en 1491. Sur le parvis, la statue équestre en bronze de Arthur III de Bretagne, duc de Richmond, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. Au cœur de la cité, la place Henri IV est bordée de maisons à colombages des XVe et XVIe siècles. Intramuros, de nombreuses maisons à pans de bois ponctuent les rues étroites qui entourent la cathédrale. Ces maisons sont toutes protégées au titre des monuments historiques. Tout près de la cathédrale, une ancienne halle, la Cohue, abrite le musée des Beaux-Arts. Nous arrivons devant la cathédrale. La cathédrale Saint-Pierre fut reconstruite du XIIIe au XVe siècle sur les bases de l'ancienne cathédrale romane. Sa construction s'étend sur 5 siècles, et si l'on y inclut la durée d'existence de la tour-clocher romane conservée de l'ancien édifice, on arrive à une durée de construction de 7 siècles. La cathédrale abrite aujourd'hui le tombeau de Vincent Ferrier, moine dominicain né à Valence en Espagne et canonisé en 1456. À la fin du Moyen Âge, Vannes devient une des villes principales de Bretagne. Le duc Jean IV décide d'y faire construire le château de l'Hermine que nous découvrirons tout à l'heure. Petite parenthèse, la légende a toujours fait naître Saint-Émilion à Vannes, mais il faudra attendre les années 80 pour que la ville bretonne reconnaisse pleinement son enfant. Ce jour-là, elle lui élève une statue en présence d'Éric Tabarly. L'extension de l'enceinte vers le port doublera la superficie de la ville close, qui passe ainsi de 5 à 10 hectares. La ville s'étend ainsi vers le quartier du port, alors en pleine activité. Les jardins humides subsisteront jusqu'en 1950, puis remplacés par de magnifiques jardins à la française traversés par la petite rivière la Marle. Nous y descendrons tout à l'heure en passant par la porte de la prison. C'est l'un des plus anciens accès à la ville close.
Elle est située sur l'emplacement de la première enceinte gallo-romaine. Amputée d'une de ses tours, cette porte est la plus imposante porte médiévale de l'enceinte. Elle est surmontée d'un important corps de garde. Et au XVIIIe siècle, c'est une prison, comme d'ailleurs la tour du Connétable. C'est de cet usage que lui vient son nom. Notre guide nous explique que, grâce aux aménagements ordonnés par les ducs de Montfort, la vieille muraille est agrandie et restaurée. Les courtines et les tours sont équipées de mâchicoulis et adaptées à l'usage des canons. Vannes devient ainsi un des fleurons des ducs de Bretagne. La tour poudrière est du XVe siècle et dotée de casemates d'artillerie. Elle sert au Moyen-Âge de réserve de poudre. Et la tour Joliette repose sur des murailles gallo-romaines d'origine. Vannes et son peuple, les Vénètes, doit aux Romains les bases de la ville fortifiée du Moyen-Âge. Le nom de Vénète est commun à plusieurs peuples antiques dont l'un habitait le sud armorique actuel. La tour du Connétable est érigée au milieu du XVe siècle, époque des travaux d'agrandissement de la partie intramuros de Vannes. D'une hauteur de 20 mètres, elle est flanquée de 2 escaliers. Elle était la résidence du Connétable, le chef des armées du duc, Arthur III de Bretagne, connétable de Richemont. La tour comportait 5 niveaux à l'origine, 2 ont été comblés pour y ériger les jardins contemporains. Les lavoirs, construits début XIXe siècle, s'inscrivent dans le paysage le plus célèbre de Vannes. Les laveuses, ou lavandières, s'abritaient sous la galerie couverte pour rincer le linge dans la marle. Le bâtiment fut restauré en 2006. Face au lavoir, le château de l'Hermine était un petit château fort, intégré au rempart de la ville de Vannes. Il fut la résidence principale des ducs de Bretagne entre la fin du XIVe et le début du XVe siècle. En ruine, il fut démantelé, puis remplacé par un hôtel particulier, l'hôtel Lagorce, qui prit le nom de son propriétaire. On l'appelle cependant communément le château de l'Hermine, le souvenir de l'ancienne forteresse des ducs étant bien ancré dans la mémoire des habitants de Vannes. La porte Calmont conserve les traces du système de fermeture de pont-levis à balancier. Elle fait aujourd'hui l'objet de restauration. La porte Saint-Vincent est une porte de la ville percée à la fin du XVIe siècle. Elle est la principale entrée de la vieille ville de Vannes. Sous la statue du saint patron de la ville, Saint Vincent Ferrier, le blason représente l'hermine, symbole de la Bretagne. Intégrée au rempart de la cité, la porte, située au nord du port et de la place Gambetta, devait à l'origine permettre l'accès de la ville close aux intervenants du port. Nous bouclerons notre balade de la cité de Vannes en passant par la place des Lys, où se déroulaient jadis les joutes et les tournois organisés par le duc de Bretagne. Aujourd'hui, c'est jour de marché.
N'oublions pas Vannes et sa femme. C'est une enseigne en pierre polychrome représentant les bustes d'un couple et datant probablement de 1700, intégrée à la façade d'une maison à colombage de l'Intramuros. Elle constitue à elle seule un emblème de la célèbre ville de Vannes. Merci aux organisateurs de cette journée de l'Amicale des retraités de la Banque Populaire Grand Ouest.